Alors, j'en viens au dernier sous-chapitre. L'œuvre de Kubrick est selon moi intéressante parce qu'elle émeut et questionne le spectateur en utilisant les moyens suivants. Il y a la question de l'identification, donc les thématiques nous concernent, les personnages sont aussi assez complexes, comme on l'a vu dans les 2 premiers chapitres. Elle est intéressante, cette œuvre, elle émeut par les revirements, les contradictions et une certaine ironie qui à la fois permet une distanciation, un questionnement, mais en même temps accentue le côté tragique des choses. Les émotions fortes sont produites en partie par la beauté de la musique, comme on a pu l'entendre dans ces extraits, des images et des lieux. Donc on voit par exemple qu'il y a des architectures oppressantes et obsessionnelles et labyrinthiques dans Shining qui contribuent à créer le malaise et l'angoisse. Il y a des architectures froides et uniformes dans Full Metal Jacket. On voit ce dortoir dans lequel vivent tous ces soldats dans la première partie du film. Et puis ça appuie en quelque sorte ce climat de pensée unique, de conditionnement, cette idée d'un refus d'individualité qui est propre à toute armée. Il y a aussi ces musiques angoissantes, on passera juste après, le Requiem de György Ligeti dans 2001, l'Odyssée de l'espace, qui illustre, cette musique selon moi illustre assez bien l'état initial de néant qui précède à l'apparition de la vie. Donc on va passer un court extrait, la musique m'angoisse trop, allons-y. C'est l'angoisse. Voilà. Bon, il y a ces musiques, il y a une musique discordante et donc ironique tout au long d'Orange Mécanique, par exemple, pour continuer à qu'est-ce qui capte, qui rend drôle le film et qui émeut le spectateur. Il y a aussi l'esthétique des images. Je pense par exemple aux images photographiques du baiser du tueur. Donc, petit intermède biographique, donc Stanley Kubrick, adolescent, s'est adonné à la photographie. Même adolescent, il a travaillé en tant que journaliste, il a travaillé notamment pour le journal Life. Et puis il y a des passages, notamment qui sont magnifiques, des scènes sur les toits de New York qui sont splendides. C'est vraiment de la photo. Je dirais même, dans certains de ces films, on a l'impression de voir de la peinture flamande de la Renaissance. Moi, je pense à du Jérôme Bosch ou à du Bruegel, l'ancien. Quand on voit l'image du charnier, quand l'armée romaine a anéanti tous les gladiateurs, il y a des charniers de corps, il y a une beauté de l'image dans les rouges. C'est assez impressionnant. Et puis, il y a pour moi aussi la peinture figurative du 18e dans Barry Lyndon, où il y a vraiment des tableaux, on a l'impression de voir des peintures. Un autre effet technique, c'est ces enchaînements d'images, comme au tout début de 2001, l'Odyssée de l'espace, l'homme des cavernes qui s'est redressé, jette un tibia dans l'air, et puis ensuite il y a un enchaînement avec cette valse de la navette qui essaye d'atterrir sur orbite. Sous le son de la musique, on va la passer juste après, le Boudinule bleu de Johann Strauss. C'est vraiment une valse entre deux navettes. Et puis, il y a aussi ces enchaînements d'images dans 2001, l'Odyssée de l'espace, avec l'Iris de D, donc l'astronaute survivant, et des constellations. Et on part dans un voyage un peu sous LSD à ce moment-là. C'est des choses extrêmement belles et qui produisent une émotion forte. Donc on va passer cet extrait du Beau Danube bleu de Johann Strauss et je vais m'arrêter. Voilà. J'étais un peu long là.
Merci beaucoup, maestro. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Merci aussi pour ce choix musical, parce que ça montre bien la diversité musicale des choix de Kubrick. Et c'est pour réussir à transformer la musique de Ligeti en best-seller, parce que c'est devenu un best-seller, n'est-ce pas? Ça a vendu énormément ce disque sur le film de 2001, et c'est devenu très connu. Ligeti est devenu connu presque grâce à Kubrick. Donc il faut le faire. Il a réussi, c'est cette chose incroyable. Vous avez parlé vous avez cité Freud dans le malaise de la culture comme solution au malaise, au contraire de Kubrick, où ce serait l'agressivité induite par la culture. Moi, j'introduirais un troisième point qui serait propre aussi à Kubrick, c'est pas seulement l'agressivité induite par la culture, mais aussi l'agressivité et le malaise qui serait producteur de culture. Donc c'est très frappant dans 2001, lorsque l'outil devient un instrument de meurtre, devient aussi instrument de civilisation et qui aboutit dans toute cette aventure dans l'espace tout à fait incroyable. Donc chez lui, tout le temps, la violence, parce que c'est pas seulement l'agressivité, c'est la violence, la destructivité est productrice, elle vient mêler à la civilisation et la culture. Ou même le cinéma de Kubrick, finalement. Oui. Il part de cette vision négative sur la culture, cette agressivité, ils en fait un truc bon. C'est ça. Alors, Axel, elle a pris un fil rouge sémiologique à travers la question de la technologie, de la relation de la technologie et de l'humain. Vous avez pris un fil rouge philosophique, la dialectique entre la liberté et la destinée. Moi, j'aimerais appuyer un peu plus la question psychologique et vous poser cette question sur la place du psychologique chez Kubrick, qu'elle n'est pas toujours évidente, n'est-ce pas? Bon, vous avez parlé de la jalousie, de l'agressivité, la question de la pitié, de la crainte. Vous avez parlé presque plus par rapport à Aristote que par rapport à Kubrick, n'est-ce pas? Moi, j'ajouterais la question de l'angoisse dans Shining, de la mélancolie dans Barry Lyndon, et je dirais de l'idéal en tant que passion. Hein? Dans la mesure où il y a ce que vous avez mis tout au début, le perfectionnisme de Kubrick, qui serait pas seulement un symptôme, mais je dirais presque une passion qui se révèle à travers le médium. Alors, qu'est-ce que vous pourriez me dire? Ensuite, je passerai le micro pour, si vous voulez poser des questions, sur ce rôle du psychologique dans les films de Kubrick et dans lesquels, et quelle est l'importance vraiment. L'autre chose, c'est le choix d'acteurs. Est-ce que le choix d'acteurs, il est... Dans quel film ils sont mieux choisis par rapport à d'autres en rapport aux personnages? Parce que parfois, j'ai l'impression qu'il est très préoccupé par des acteurs en vogue. Et est-ce qu'ils sont toujours adéquats au personnage? Et puis, l'autre chose que vous avez aussi attiré l'attention, c'est l'importance des peintures, ça veut dire du visuel, qu'on ne cesse de revenir, mais qui peut aller des peintures dans Barry Lyndon, puisque c'est une reproduction de tableaux, jusqu'à cette question justement psychodélique de 2001. Il faut se rappeler que 2001, c'est... ça a été fait en 1968, donc il fête 50 ans, c'est un film 68 ans, vraiment psychodélique dans ce moment de la rupture de l'espace-temps. Alors si je reviens à la question du perfectionnisme, je pense que un des endroits où on voit le perfectionnisme de Kubrick, c'est dans Barry Lyndon. Dans Barry Lyndon, il faut dire qu'il a décidé de faire toutes les scènes
illuminés par de vraies bougies, ce qui a posé des problèmes technologiques extrêmement importants, puisqu'il a dû prendre des caméras construites par la NASA pour filmer dans la Lune, et qu'il a filmé les vraies bougies dans Berlin. Donc on revient à la question de la technologie pour exprimer une passion qui est propre à public, qui est le perfectionnisme. Mais bon, il y aurait aussi ces autres-là, l'angoisse, la mélancolie, l'agressivité. Toi, tu peux, alors vas-y. Bon, j'ai le temps de prendre 2-3 notes. Ça, c'est le moment angoissant de la présentation. Alors, par rapport au rôle du psychologique chez Kubrick, en tout cas, il parle de différentes figures de l'humain. J'ai cité pas mal la jalousie. C'est vrai qu'elle se retrouve dans Eyes Wide Shut, où il y a tout ce thème de la jalousie qui rend fou les personnages. Enfin, le héros, évidemment, j'ai plus son nom dans Eyes Wide Shut, c'est... J'ai des blancs, névrotiques. Son nom d'acteur. Tom Cruise, voilà, merci. Voilà, Tom Cruise a comme ça des flashbacks, il pense, il imagine sa femme. Parce qu'il y a un moment donné, il y a une scène de jalousie sur invité à une fête, et puis sa femme lui fait une crise de jalousie. Sa vraie femme lui fait une crise de jalousie. Oui, à l'époque, ils étaient mariés en plus. Donc certainement, par rapport à là, je fais coup double, il y avait probablement, enfin, j'ai pas lu de critiques là autour, mais le choix n'a peut-être pas été fait par hasard. Tourne dans ce film. Il provoque l'émotion aussi des acteurs. Oui. Dans Shining. Tout à fait. La mère du petit enfant a dit que ça avait été extrêmement. Il y avait des moments qui avaient été très très difficiles où Stanley Kubrick en était même arrivé à la faire pleurer pour extraire le meilleur d'elle-même. Il les pousse. En tout cas, pour revenir à ce rôle du psychologique, il y a ce thème de la jalousie qui revient beaucoup, donc dont je parlais d'Eyes Wide Shut, cette scène dans la chambre, les deux protagonistes fument un pétard, et puis Nicole Kidman se met à faire une crise de jalousie vis-à-vis de Tom Cruise, et puis ensuite elle lui avoue qu'elle avait eu un fantasme par rapport à un officier, et puis il est traumatisé par cela, Tom Cruise, et il a des flashbacks de ça. Il s'imagine sa femme en train de coucher avec cet officier. Le thème de la jalousie est repris dans Lolita, dans le baiser du tueur, c'est des thèmes qui reviennent énormément. Il y a toute la question de l'aliénation de l'humain, j'ai cité par exemple Full Metal Jacket. Enfin, il y a beaucoup de thématiques. Vous parlez de... Est-ce que 2001 il est psychologique? Est-ce que sont Dr. Polamo, non, ou est-ce qu'il y a eu un moment où il est devenu psychologique? Parce que son film préféré c'était Eyes Wide Shut, en tout cas à la fin. Alors là, il y a plus une atmosphère de polar psychologique, contrairement à 2001, l'Odyssée de l'espace, qui a un côté peut-être plus métaphysique. Maintenant, si je ne me trompe pas, je crois que Stanley Kubrick, en tout cas, n'aimait pas forcément commenter ses films, et il laissait, comme beaucoup d'artistes, d'ailleurs, si on demande à un artiste, qu'est-ce que vous avez voulu dire par là, ça les emmerde un peu, ça casse un peu la poésie de la chose, et finalement... Et ça, c'est quand même assez contemporain. Justement, on parlait de Marcel Duchamp. Il y a la question de la création, l'œuvre. Elle n'est pas seulement faite par un artiste, et puis le spectateur regarde l'œuvre, et puis aura tout le décodage. Mais finalement, c'est cette interaction entre l'œuvre et le spectateur qui va donner une couleur et une valeur. Donc voilà probablement pourquoi aussi Stanley Kubrick n'aimait pas commenter ce film. Maintenant, concernant le choix d'acteurs, j'ai pas tellement lu là autour, mais il y avait
Ce qui m'a frappé, c'est dans Lolita, par exemple, Peter Sellers joue le rôle de quelqu'un de très excessif. Et si je ne me trompe pas, Peter Sellers avait aussi décédé d'excès. Je crois je ne sais plus s'il avait une addiction à l'alcool ou il est décédé de toxicomanie, mais il est décédé, je crois, relativement jeune. Sinon, dans le choix d'acteur, est-ce que Kirk Douglas, enfin, en tout cas, il incarne extrêmement bien cette droiture du capitaine Dax, et une physique très masculine. Est-ce qu'il incarne Aussi, oui. Vous pensez qu'il incarne bien ce personnage de Spartacus, un esclave? Ah, ben dans le film, il est plus qu'un esclave. C'est un esclave. Il est un libérateur. Trop orgueilleux. Mais je vais céder la parole. Non, je voulais juste en voix off demander à Renato qu'est-ce qu'il voulait dire par psychologique dans les films. Qu'est-ce que tu entends par psychologique? Par psychologique, la question des passions, essentiellement. Des émotions. Des passions. Et c'est pour ça que je pose, et je dirais même chez Kubrick, plus des pulsions que des passions, parce qu'il est beaucoup dans les pulsions primaires, n'est-ce pas? Dans l'agressivité, la sexualité. La question de l'amour, par exemple, je ne suis pas sûr, elle s'évanouit un peu.